partiels. Et puis en même temps que je finissais mes examens, je déménageais. Donc j'habitais près d'Arras et là je suis revenue vivre chez mes parents, donc près de Nantes. Donc voilà, il a fallu que je déménage tous les meubles, les affaires. Et on en avait accumulé pas mal avec mon copain au cours des 2 dernières années, puisqu'on vivait dans un appartement non meublé, donc on avait tous nos meubles, toutes nos affaires, et mine de rien, ça a commencé à faire pas mal déjà à transporter, surtout sur une aussi longue distance en fait. Donc on a pris un camion et on a fait le trajet. Voilà. Avec toutes nos affaires, c'était assez long et fatigant, tu imagines bien. Et donc là voilà, on est reparti pour vivre chez nos parents respectifs pendant 3 mois minimum, le temps de faire notre stage qui validera notre fin d'année en fait, notre fin de master. Donc c'est un stage obligatoire de 3 mois que j'effectue à une communauté de communes en fait, dans le service urbanisme et aménagement. Je crois que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Et donc voilà, j'y suis pour 3 mois. Je finis fin juillet. Et fin août, début septembre, je retourne près d'Arras pour passer ma soutenance de 20 minutes qui ne peut se faire qu'en présentiel. Et donc je présenterai mon rapport de stage et mon mini mémoire de stage devant le jury, devant mes professeurs qui m'évalueront, et puis ce sera ma dernière note de l'année avant de savoir si j'ai validé mon master 2 ou pas. Mais soyons positifs, je vais valider ce master 2 et je vais pouvoir dire adieu au cours à tout jamais. Franchement, je me félicite déjà d'être arrivée jusqu'à là. Je ne pensais pas ça de moi. Donc voilà, je te tiendrai au courant bien évidemment des résultats dès que je les aurai. Ça sent super fort. Les oiseaux. Donc voilà, je prends un petit peu de temps pour te filmer aujourd'hui. Donc excuse-moi pour ma tête, peut-être pour le bruit parce qu'il y a une VMC super forte là où je tourne. C'est pas simple. Et les bruits dehors parce qu'il commence à faire super chaud, donc les gens ils retournent dehors, profiter du soleil, et du coup il y a plein de bruit dehors. Je suis désolée pour ça. Mais revenons-en à nos actualités environnementales du mois d'avril. D'ailleurs c'est super dur parce qu'il y avait plein de trucs à dire en avril, mais vu qu'on est déjà en mai, je vois qu'il y a déjà plein de trucs à dire pour le mois de mai. Donc j'ai trop envie de te raconter celles du mois de mai, mais on les garde pour la fin du mois. Enfin pour le début du mois prochain du coup. Quand le mois de mai sera achevé et que je pourrai sélectionner les plus pertinentes pour te les relater. Et alors je tenais personnellement à te remercier. Merci à toi pour l'accueil vraiment ouf que tu as fait à cette nouvelle série du coup des actualités environnementales. Je
les scientifiques le rappellent une fois de plus. Du coup, ça coûtera bien plus cher. Ne pas mettre en œuvre les solutions à notre disposition pour limiter la crise climatique et écologique nous coûtera bien plus cher que de les mettre en œuvre. Donc ces dernières, elles sont déjà bien connues et se développent en différentes thématiques: énergie, industrie,
cet article, les scientifiques lancent une rébellion mondiale, date du 5 avril 2022 et a été écrit par Maïté Debov. Maïté Debov. Donc, à partir de cette deuxième semaine d'avril 2022, un réseau de scientifiques d'une trentaine de pays se réunit sous la bannière scientifique Rébellion afin de prévoir et de promouvoir des actions de désobéissance civile. Ils comptent embarquer avec eux au moins 1000 scientifiques dont la voix est influente à l'échelle planétaire. En 2020, deux doctorants en physique de l'université de Saint Andrew en Écosse fondent Scientist Rebellion, inspiré par le mouvement global Extinction Rebellion, si tu connais. En 2021, le groupe lance sa première action majeure, réunissant plus de 100 scientifiques contre le géant de la publication scientifique Springer Nature et la British Royal Society, en collant sur leurs bureaux des copies géantes de leurs articles afin d'appeler à des changements rapides. L'an dernier, lors de la COP26 à Glasgow, très bon nom déclencheur ça, plusieurs de leurs membres avaient été arrêtés. Charlie Garner, un scientifique en conservation spécialisé dans la biodiversité tropicale, a commenté pour l'AFP. Ouvrez les guillemets. À notre connaissance, il s'agissait de la première arrestation massive de scientifiques dans le monde depuis que Carl Sagan s'était opposé aux essais nucléaires dans les années 1980. Donc fermez les guillemets. La campagne de Scientist Rebellion est lancée symboliquement le jour de la publication du nouveau rapport du GIEC qui identifie les solutions pour réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de rappeler l'urgence de la situation climatique. Des actions non violentes sont ainsi prévues dans ce but contre des universités, des centres de recherche et des revues scientifiques de premier plan. Le but est d'encourager leur personnel à rejoindre la lutte et faire valoir leur voix face à une menace que les scientifiques décrivent comme une menace existentielle contre l'humanité. Charlie Garner a déclaré, ouvrez les guillemets, les scientifiques sont des messagers particulièrement influents et nous avons la responsabilité de jouer un rôle moteur. Nous sommes en train d'échouer à nous acquitter de cette responsabilité. Si nous énonçons une urgence, nous devons agir en conséquence, fermez les guillemets. Donc voilà pour cet article. On peut passer au suivant. Donc deuxième article, le système agro-industriel favorise des scandales alimentaires pourtant évitables. Donc là ça date du 7 avril 2022 et c'est encore un article de Maïté Debov sur la relève et la peste. Donc le 6 avril 2022, Foodwatch, une ONG de défense de consommateurs et militante pour une alimentation sans risque, saine et abordable pour tous, a publié un communiqué de presse pour dénoncer les récentes affaires de scandale alimentaire. Bon alors j'avais mes lunettes, je ne les ai plus parce que je ne fais que de couper en fait la vidéo depuis tout à l'heure et cela pour deux raisons. D'ailleurs je crois que c'est pas très droit ça. Première raison, parce qu'il fait actuellement je crois 28 degrés à peu près, il fait super chaud, je meurs de chaud en fait et je suis à l'étage là dans les combles donc il fait très 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 chaud même si c'est le soir, mais il fait super chaud et du coup mon appareil photo surchauffe à mort et se coupe toutes les 2 secondes, encore plus que d'habitude. Et deuxième raison, comme j'étais en soirée hier soir, je ne bois absolument jamais et évidemment hier soir j'ai bu très peu, mais ça suffit à me mettre dans une gueule de bois, pas possible. Du coup je fais que de faire des pauses pour aller boire et me rafraîchir. Donc voilà, donc j'en étais sur le système agroalimentaire industriel favorisant des scandales alimentaires pourtant évitables. Donc article en date du 7 avril 2022 de Maïté Debov, toujours sur la relève et la peste. Et vous avez sûrement dû voir passer ces infos. Donc
sur cette affaire des pizzas, allez jeter un œil, mais ayez le cœur un peu accroché avant de voir les photos. Je crois que je les ai vues un matin, ça m'a dégoûté pour la journée. Et autre raison, troisième point, la source exposait à l'époque que la filiale de Nestlé n'avait fait aucune inspection d'hygiène depuis au moins un an. Foodwatch dénonce donc un système dans lequel les fabricants ne sont pas souvent condamnés pour des négligences qui sont pourtant avérées. En décembre 2017, une cinquantaine d'enfants avaient été intoxiqués à la salmonelle à cause du lait contaminé chez Lactalis. Malgré cela, le procès contre Lactalis n'a toujours pas eu lieu et l'enquête piétine. Les effectifs et les actions menées contre les fraudes sont largement en baisse et ne sont pas à la hauteur de l'enjeu. C'est le quatrième point. Donc en 2022, la répression des fraudes compte 442 agents de moins que 10 ans auparavant. Entre 2012 et 2019, les rapports annuels de la Direction générale de l'alimentation, le nombre d'inspections vétérinaires, abattoirs et phytosanitaires pesticides a diminué de 33%. Outre la destruction de la concurrence et donc des petites entreprises familiales et locales, les maltraitances massives d'animaux, les étiquettes mensongères et le manque de transparence, les géants de l'industrie agroalimentaire sont une nouvelle fois à l'origine des scandales alimentaires. Peut-être couper plus régulièrement la caméra au cas où. Ça va peut-être un peu la reposer. Éviter qu'elle surchauffe de trop. Donc, autre article toujours sur la relève et la peste. Starlink. Décidément, je trouve des mots déclencheurs dans ces articles. Donc, le Conseil d'État stoppe le projet du milliardaire Elon Musk en France. Article du 7 avril 2022 par Laurie Debove. Décidément, j'ai franchement sélectionné les articles faits par les Debove. Donc, après la victoire de plusieurs communes contre le projet Starlink, c'est au tour des associations Prière, Thème et Agir pour l'environnement de remporter une victoire décisive. Suite à leur saisie du Conseil d'État, ce dernier a décidé ce 5 avril 2022 d'annuler l'autorisation du déploiement de Starlink en France en lui retirant ses fréquences hertziennes. La raison, le manque de consultation du public, une belle victoire démocratique. SpaceX prévoit de mettre en orbite 12 000 satellites Starlink d'ici 2025, puis d'en lancer 30 000 supplémentaires pour atteindre un total de 42 000 satellites en orbite basse, donc de 550 km, et de proposer une connexion internet haut débit dans le monde. Pour l'heure, Starlink a déjà lancé dans l'espace près de 2000 petits satellites de 250 kg, dont un peu plus de 1500 sont réellement actifs. Donc là, le projet il est lancé officiellement en 2015 et le service a seulement 100 000 abonnés dans le monde. Avec cette nouvelle décision du Conseil d'État, le projet Starlink vient de recevoir le dernier coup de massue qui pourrait stopper définitivement toute ambition en France. La décision judiciaire interdit à Starlink d'utiliser ses fréquences et donc de proposer son service en France, mais rien n'est
plus conséquente en raison de la croissance des activités humaines extrêmement polluantes. Ainsi, l'Espagne sera le premier pays de l'Union européenne à reconnaître la personnalité juridique à l'un de ces écosystèmes et introduire les principes des droits de la nature dans son paysage législatif. Au nord de l'Europe, les parlementaires islandais ont quant à eux récemment rejoint la liste des acteurs internationaux qui se sont positionnés en faveur de la reconnaissance d'un crime d'écocide. Alors que la nature s'est vue reconnaître des droits dans de nombreuses régions du monde, il semblerait que l'Europe emboîte enfin le pas dans le développement de ces nouveaux mécanismes de protection de la biodiversité et de l'environnement. Depuis de nombreuses années, des scientifiques et écologistes dénoncent l'intensification de l'agriculture et la surfertilisation des sols aux abords de Mar Menor. En effet, l'accumulation continue d'engrais provenant des terres agricoles voisines ont contribué au développement de conditions toxiques dans la lagune, pouvant entraîner des épisodes récurrents de mortalité massive de la biodiversité marine et de leurs habitats, particulièrement lors des vagues de chaleur extrême. Le dernier événement de disparition massive de la vie dans le Mar Menor s'est produit en août dernier lorsque 5 tonnes de poissons morts ont été retrouvés dans la lagune après plusieurs jours de canicule. Alors qu'il nous reste 3 ans pour éviter la réalisation des pires scénarios climatiques, le développement des droits de la nature en Europe est sans aucun doute l'une des clés pour assurer la sauvegarde de la biodiversité et de l'environnement, ainsi qu'un avenir aux futures générations. Ensuite, la ferme aux 1000 couleurs, l'histoire d'un agriculteur écolo. Article en date du 6 avril 2022, donc toujours sur Monsieur Mondialisation. D'ailleurs, je fais une petite aparté parce que Monsieur Mondialisation essaye également d'alterner certains types d'articles. Donc il nous dit: au sein de Monsieur Mondialisation, nous essayons de maintenir un équilibre entre journalisme d'information et d'analyse d'une part, et journalisme de solution d'autre part, qui valorise les initiatives alternatives au système capitaliste et ses schémas d'oppression. Le courrier de Florian, agriculteur bio à Madagascar, s'est donc présenté comme une brèche respirable, inspirante et constructive, idéale à vous partager. Donc, c'est idéal aussi à vous à te partager. C'est pour ça que je l'ai également choisi. Pour cette petite touche positive. Donc cette interview est l'occasion de se plonger l'espace de quelques minutes dans cet après, dont on entend tant parler sans toujours en saisir la substance ni le sens profond. Donc là on a Florian qui nous dit: j'ai commencé la première année à cultiver des légumes rigolos et sexy à travers l'idée d'une ferme aux 1000 couleurs. C'est d'ailleurs le nom de ma ferme. Cette idée est née du fait que ma femme adore le violet et que je voulais l'intéresser à faire ce que moi j'aimais. On entend vraiment beaucoup les oiseaux, ça me fait rire. J'ai cherché des légumes violets, j'en ai trouvé de toutes sortes. Petit coucou. Et finalement aussi de toutes les couleurs. Au départ, je voulais vendre des légumes multicolores. À Madagascar, la diversité des variétés des fruits et légumes est devenue très faible et peu nutritive à cause de la standardisation des semences. La clientèle n'était pas habituée à nos produits et cela a donc été un échec. Alors j'ai commencé à produire des semences afin que ce soit nos clients qui produisent leurs propres légumes rigolos et bizarres, et ça a plutôt bien marché. Fort de cette expérience, j'ai commencé depuis 2 ans à collectionner aussi les variétés malgaches. Le travail est plus simple car les variétés sont déjà parfaitement adaptées à Madagascar puisque 100% locales. Mais c'est aussi compliqué car les variétés locales sont peu valorisées.
reste souvent perçu comme un vieux serpent de mer agité par des écologistes en colère et l'objet fréquent d'articles alarmistes sans doute à raison. Car le pergélisol est une véritable bombe à retardement dont le décompte a commencé depuis plus de 20 ans. Le pergélisol, ou permafrost en anglais, désigne un sol perpétuellement gelé dans les régions polaires. Cette couche du sol, elle est située entre 15 à 250 cm de profondeur. La plupart de ces sols datent de la fonte des calottes glaciaires il y a 8000 ans. Au total, le pergélisol recouvre 30 millions de kilomètres carrés, dont la moitié en Sibérie, au Canada et en Alaska, et accueille 3 à 4 millions d'habitants. Si la presse fait souvent le choix gras des virus et microbes congelés sous terre, le risque de pandémie lié à la fonte des sols est mineur. Le risque zéro n'existe pas, bien entendu, mais nous n'en sommes le risque zéro n'existe pas, mais nous ne sommes pas loin. Les dangers de la fonte des glaces sont plus à charger dans la libération potentielle des gaz à effet de serre ou dans la montée des eaux que dans celle d'un risque de pandémie, partage Jean-Claude Manuquara, virologue à l'Institut Pasteur. Et en fait, le véritable risque de ces permafrosts, c'est surtout que ce sont des congélateurs à carbone. Ces terres gelées retiennent d'immenses quantités de carbone, environ 1700 gigatonnes, le double du carbone déjà présent dans l'atmosphère et le triple des émissions humaines depuis 1850. Outre le CO2, le pergélisol contient aussi du méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le dioxyde de carbone, même s'il perdure 12 ans dans l'atmosphère contre des siècles pour le CO2. La fonte du pergélisol est un cercle vicieux. La hausse des températures accélère le dégel des sous-sols, libérant des gaz à effet de serre qui réchauffent l'atmosphère. Article un petit peu alarmant que j'avais déjà étudié lors de la fresque du climat que j'ai présentée. J'espère que je pourrai te lire les cartes un jour, enfin quelques-unes. En tout cas, j'ai eu des droits d'auteur, mais ouais, j'aimerais bien t'en présenter certaines en tout cas. Ensuite, article lu sur Good Planet. Bon, qu'est-ce que c'est Good Planet? Donc, dans le prolongement du travail artistique et de l'engagement pour l'environnement de Yann Arthus Bertrand, le fondateur, la fondation Good Planet, reconnue d'utilité publique, a pour objectif de placer l'écologie et l'humanisme au cœur des consciences et de susciter l'envie d'agir concrètement pour la Terre et ses habitants. Créée en 2005 sous forme d'association loi 1901, Good Planet est déclarée fondation reconnue d'utilité publique en 2009 et devient la fondation Good Planet. Donc fondation à l'origine créée par Yann Arthus Bertrand, dont je t'ai déjà présenté le livre une fois. Donc un des articles que j'ai sélectionné dans ce média, s'intitule Réchauffement et agriculture intensive, combinaison fatale aux insectes selon une étude. Donc c'est un article qui a été publié le 21 avril 2022. Les populations d'insectes sont quasiment 2 fois moins nombreuses dans les zones victimes du réchauffement climatique et d'une agriculture intensive que dans les habitats les moins perturbés, selon une étude publiée mercredi qui s'inquiète des conséquences pour la pollinisation des cultures. Les chercheurs ont mesuré à la fois l'abondance des insectes et le nombre d'espèces différentes présentes dans diverses régions du monde, comparant ces chiffres à des zones vierges et moins touchées par le changement climatique. L'étude publiée dans la revue Nature conclut que le réchauffement de la planète et l'utilisation intensive des terres ne touchent pas seulement la population totale d'insectes, divisée de près de la moitié, mais réduit également de 27% le nombre d'espèces. La nouvelle étude évoque des pistes pour permettre
est plus qu'un changement de comportement. 5 moteurs doivent être actionnés ensemble, les individus avec leurs choix de consommation, mais aussi la culture avec les normes sociales, les valeurs des sociétés, les entreprises par leurs investissements, les institutions par leur action publique et les changements d'infrastructures. Voilà. D'ailleurs, je vous invite fortement, si vous ne l'avez pas déjà fait, à calculer votre empreinte carbone. Alors il y a des tests plus ou moins très très précis. Il y a moyen de calculer de façon super précise votre empreinte carbone. Il y a des tests plus généraux. Je crois qu'ils en proposent sur Bonpote, un autre média dont je vais parler tout à l'heure, qui renvoie vers des liens pour tester, pour évaluer son empreinte carbone. Et c'est vraiment super intéressant. Ça permet de situer son empreinte carbone par rapport aux autres Français, par exemple, de situer son empreinte carbone par rapport aux autres habitants du monde. Et ça fait vraiment relativiser certaines choses et prendre conscience, notamment de ces inégalités de pollution. C'est vraiment pas mal. Et surtout, celui que j'avais fait, je sais plus depuis quel test c'était, mais en tout cas, il proposait en fait des voies d'amélioration par rapport aux réponses qu'on avait cochées. Par exemple, il identifiait que sur ce point-là, j'avais encore des efforts à faire et je pouvais améliorer de telle ou telle façon. Et donc c'était vraiment pas mal. Donc je te recommande franchement, si ça t'intéresse en tout cas, à essayer de t'évaluer toi-même pour sans pression encore une fois, mais pour te situer en fait, te situer sur toi, ton empreinte carbone quoi. Donc ensuite, lu sur Vereco. Donc je crois que c'est un métier que j'avais pas cité la dernière fois. Donc le titre c'est: Le rachat de Twitter questionne le futur de la lutte contre
CNPN interrogeait également certaines incohérences dans l'engagement financier de l'État pour la mise en œuvre de ce plan, notamment pour la réduction des conflits avec l'élevage et la chasse et la prise en charge des lynx en détresse, des points qui restent donc à préciser. Selon certaines associations naturalistes, le lynx joue un rôle crucial de régulateur dans le fonctionnement des écosystèmes forestiers, mais l'influence des chasseurs n'est pas anodine dans les actions définies comme prioritaires pour préserver l'espèce dans le PNA. Pour assurer la diversité génétique et la survie de l'espèce, l'association Ferus et le centre Athénas, spécialisé dans la sauvegarde du lynx, réclament des réintroductions de lynx. Chasseurs et éleveurs y sont opposés, préférant que l'animal s'étende naturellement. En cas de braconnage, le conseil scientifique du PNA devra éclairer une éventuelle décision quant au remplacement des individus morts. Il n'est pas prévu en revanche d'instaurer un quota de lynx, comme cela a été le cas pour le loup, pour qui le Conseil d'État a confirmé le jeudi 21 avril qu'il sera toujours possible de supprimer jusqu'à un 15e des effectifs. Et alors il me semblait avoir noté quelque chose par rapport au lynx, mais que j'ai dû supprimer. Bon, en fait, je disais que effectivement le lynx, c'était une espèce qui avait été éteinte et qui a donc au début du XXe siècle, cette espèce a disparu en Europe et elle a été en fait réintroduite. Donc voilà. Donc ensuite, article lu sur Pompote. Si tu ne connais pas Pompote, c'est un média au top que j'apprécie énormément et il est hyper actif sur les réseaux sociaux. Donc tu peux le retrouver sur Twitter, Facebook, énormément sur Instagram. Il est très actif, même sur LinkedIn. Donc voilà, si ça t'intéresse. Il fait vraiment des bons résumés avec des belles infographies, des stories pertinentes. Donc ouais, moi il m'informe beaucoup au quotidien, donc c'est pas mal. Donc le titre c'est la 6e limite planétaire est franchie, le cycle de l'eau douce. Donc on a effectivement franchi une 6e limite planétaire en avril qui concerne le cycle de l'eau douce. Donc c'est un article du 28 avril 2022. Après la 5e limite officiellement passée en janvier 2022, une équipe internationale vient de publier une nouvelle étude qui démontre que la limite planétaire du cycle de l'eau douce a été franchie. Donc qu'est-ce qu'une limite planétaire tout d'abord? Donc avant de rentrer dans les détails, définissons ce qu'est une limite planétaire. En 2009, Johan Rockström mène un groupe de 28 scientifiques internationaux afin d'identifier les processus qui régulent la stabilité et la résilience du système Terre. Ils proposeront une mesure quantitative des frontières planétaires dans lesquelles l'humanité peut continuer à se développer et à prospérer. Ces limites planétaires répondent donc à cette question. Jusqu'à quelle limite le système Terre pourra absorber les pressions anthropiques, c'est-à-dire faites par l'homme, sans compromettre les conditions de vie de l'espèce humaine? Donc jusqu'à quelle limite le système Terre pourra absorber les pressions anthropiques sans compromettre les conditions de vie de l'espèce humaine? Sacrée question. Eh bien tout d'abord, les limites planétaires ne sont pas aussi simples qu'au premier abord. Les limites fournissent un cadre quantitatif et qualitatif assez rigoureux sur les impacts environnementaux de nos sociétés. Franchir ces frontières écologiques revient à dépasser la limite de durabilité de notre environnement et invite à modifier nos modes de production-consommation. Donc cette 6e limite planétaire concernant le cycle de l'eau douce. De quoi s'agit-il? Eh bien jusqu'à présent, la limite du cycle de l'eau douce était encore dans l'espace sûr. Donc on peut retrouver le schéma sur le site Pompote. Mais après réévaluation et la prise en compte de l'eau verte, la limite a été franchie. Comment distinguer cette eau bleue et cette eau verte?
sur leur site internet. Donc sur ce site internet, voilà, on peut retrouver comment se fait la sélection des auteurs, sur quels documents ils se basent, comment les rapports sont approuvés, etc. Autre précision nécessaire, le GIEC n'est pas un laboratoire de recherche. C'est un organisme qui effectue une évaluation et une synthèse des travaux de recherche menés dans les laboratoires du monde entier. Donc à présent et pour finir, on va voir les points clés du nouveau rapport du GIEC. Et je vous conseille d'aller voir Bon Pote, ces infographies sont vraiment pas mal et très claires. Donc les émissions mondiales de gaz à effet de serre devraient atteindre un pic entre 2020 et au plus tard avant 2025, donc ça va venir vite. Dans les scénarios modélisés à l'échelle mondiale qui limitent le réchauffement à 1,5 degré Celsius, sans dépassement ou avec un dépassement limité et suppose une action immédiate dans ceux qui prévoient de limiter le réchauffement à plus de degrés Celsius. Il est donc question de réduire la demande et il est question de plus de sobriété en fait. Donc tout d'abord, ce nouveau rapport revient sur l'état actuel du climat en disant qu'il est incontestable que l'influence humaine a réchauffé l'atmosphère, que 100% du réchauffement climatique est dû aux activités humaines, que l'ampleur des changements récents dans l'ensemble du système climatique et l'état actuel de nombreux aspects du système climatique sont sans précédent, que voilà, le niveau de la mer n'a jamais augmenté aussi rapidement que depuis 1900. Et donc ces 10 dernières années ont été 1,1 degré Celsius plus chaudes comparé à 1850-1900. Donc voilà, ça c'est un résumé. Ensuite, il y a des informations sur le changement climatique à venir et ses conséquences. On nous dit que les puits de carbone océaniques et terrestres seront moins efficaces. Par la suite, il y a 5 trajectoires différentes socio-économiques qui sont décrites. Dans tous les scénarios d'émission, nous dépasserons le seuil de réchauffement mondial de 1,5 degré Celsius dans un avenir proche, c'est-à-dire entre 2021 et 2040, donc dans les meilleurs scénarios. Donc les glaciers des montagnes et des pôles sont condamnés à fondre pour encore des décennies, voire des siècles. La libération, donc c'est ce qu'on a vu du carbone piégé dans le pergélisol, qui est irréversible. Voilà, et surtout ce qui est très important, c'est qu'il a été donné énormément de solutions pour limiter le changement climatique dans le futur, dans ce nouveau rapport du GIEC. Donc on nous parle surtout des réductions des émissions de CO2 et notamment du méthane, surtout lié à l'agriculture. De limiter le réchauffement mondial à 1,5 degré Celsius ne sera plus possible sans une baisse immédiate et à large échelle des émissions de gaz à effet de serre. D'atteindre la neutralité carbone, grâce à laquelle le réchauffement climatique devrait pouvoir s'arrêter. De nombreux changements dus aux émissions passées et futures de gaz à effet de serre sont irréversibles, mais certains changements pourront être ralentis et certains arrêtés en limitant le réchauffement climatique. Alors moi perso, en lisant plus